Un enregistrement audio ayant fuité proviendrait apparemment d'une collecte de fonds pour la campagne. Dans celui-ci, Donald Trump a tenu des propos très fermes à l'égard de Vladimir Poutine et Xi Jinping, les présidents de la Russie et de la Chine. L'enregistrement audio révèle que Trump a déclaré avoir menacé non seulement le président Poutine, mais aussi le président chinois Xi Jinping. Voici ce qu'il a raconté aux donateurs sur le déroulement exact de cette conversation lors d'une collecte de fonds privés l'année dernière. Tu entres en Ukraine et ils vont bombarder Moscou comme jamais. Je te le dis, je n'ai pas le choix. Le public le veut. Le public. Alors il dit, je ne te crois pas. Il a dit, pas question. Et j'ai dit, attends. Et puis il dit, je ne te crois pas. Mais la vérité, c'est qu'il m'a cru à 10%, je te l'ai dit. Il m'a cru à 10%. Au cours de la période la plus récente, messieurs, il a eu des échanges musclés avec Vladimir Poutine, surtout à mesure que la situation s'intensifie en Ukraine. C'était une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Beaucoup de gens meurent, et cela devrait cesser. Je ne sais pas, on reçoit beaucoup de conneries de la part de Poutine, si vous voulez savoir la vérité. Il est toujours très aimable, mais au final, cela ne veut rien dire. Trump, le général de Wall Street, envisage d'envoyer des batteries de missiles Patriot en Ukraine, et il compte fournir davantage d'armes défensives. Cela fait suite à une attaque massive de la Russie, au cours de laquelle plus de 700 drones ont été utilisés. Brian, quelle est ta réaction face à tout cela? Eh bien, c'est vraiment un choc et une surprise que Donald Trump se révèle être un néoconservateur belliciste. Si seulement quelqu'un avait pu prévoir cela et avertir tout le monde que lorsqu'il choisissait son cabinet et sélectionnait les pires néoconservateurs bellicistes de Washington pour faire partie de son administration, il s'agissait en réalité d'une préparation à la continuité de l'agenda, la poursuite des guerres absolument partout. Il n'y a aucun recul. Le seul recul qui a lieu, c'est parce que les États-Unis sont littéralement en train de manquer d'armes pour mener des guerres partout sur la planète. Donc non, je ne pense pas que ce soit un deepfake. Je ne pense pas que ce soit une fausse information que le président Trump ait dit ces choses. Il dit pratiquement ces choses en public de toute façon. Il a toujours dit ces choses en public. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens qui soutenaient initialement, ou qui pour une raison quelconque, soutiennent encore le président Trump, font preuve d'une écoute sélective. Ils n'écoutent pas tout ce qu'il dit. Ils choisissent simplement ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent croire qu'il va combattre l'État profond, même s'il fait partie de l'État profond. Il en est un serviteur. Et donc ils ignorent cela. Mais quand on l'ignore continuellement et que les événements se déroulent, on peut voir ce qui se passe réellement avec la politique étrangère des États-Unis. Elle continue simplement vers une guerre permanente absolument partout. Alors pourquoi quelqu'un serait-il surpris qu'il fasse de tels commentaires, passés, présents ou futurs? Je ne comprends pas pourquoi cela surprendrait qui que ce soit. Cela tient aussi aux actes qui accompagnent les paroles. Non seulement Donald Trump tient ses propos, mais ils sont soutenus par de véritables politiques. Au début, c'est « Oh, nous arrêtons la livraison d'armes ». Et puis soudainement, les livraisons reprennent. Et le conflit en Ukraine, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, n'a pas changé d'un iota. Je suis assez âgé pour me souvenir quand Trump disait qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son élection. Est-ce que quelqu'un s'en souvient encore? Mais Trump a toujours été comme ça. Je pense aussi que l'enregistrement audio est probablement authentique
Il a sans doute dit qu'il avait eu ces discussions avec Xi et Poutine, mais savoir s'il a réellement eu ces discussions avec Poutine ou Xi reste une question ouverte. Mais s'il l'a fait, ça me surprendrait pas. En gros, ça correspond très bien à la personnalité de Trump. Et il y a un précédent à cela. Ce que fait Trump n'a en réalité rien de nouveau. Richard Nixon a été le pionnier de la soi-disant théorie du fou. Cela signifie, vous savez, montrer à l'ennemi que nous sommes tellement fous au point de déclencher un holocauste nucléaire, qu'ils finiront par reculer. Et cela s'inscrit en fait dans la logique de l'art de la négociation de Trump, non? Dans l'art de la négociation, il disait qu'il fallait formuler des exigences démesurées pour forcer l'autre camp à venir à la table des négociations. Donc, je ne serais pas surpris s'il avait réellement dit ces choses-là. Mais encore une fois, pourquoi quelqu'un prendrait-il ce type au sérieux? Après tout ce qu'il a dit et fait, pourquoi quelqu'un le prendrait-il au sérieux? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à propos des tarifs douaniers, n'est-ce pas? Et après moins d'un mois, il a reculé et accordé une prolongation de 90 jours à tout le monde. Souviens-toi de ce qu'il a dit à propos de l'interdiction de TikTok. Et puis, devine quoi? Il a accordé une prolongation de 90 jours à TikTok, puis il l'a encore prolongé. Et c'est Trump. Pourquoi quelqu'un prendrait-il Trump au sérieux? Mais tu as raison. Confucius a dit « Écoute les paroles, mais observe les actes ». Et Trump, même si son intention était de mettre fin à la guerre en Ukraine au début, je veux dire, les faits sont assez évidents. Même si son intention était de combattre l'État profond, alors il a clairement perdu. Et je n'ai jamais cru qu'il était là pour combattre l'État profond. Et les gens pensent, oh, Trump va là-bas pour nettoyer Washington des mondialistes. Allô, as-tu vu qui était son secrétaire au Trésor? Steve Mnuchin. Steve Mnuchin, le gars qui était littéralement la main droite de George Soros. Tu penses qu'il allait là-bas pour nettoyer Wall Street et les mondialistes? Franchement, soyons sérieux. Il y a une certaine inertie institutionnelle qui fait que l'OTAN continue de s'enliser en Ukraine. Et il y a aussi des raisons institutionnelles pour lesquelles les États-Unis continuent de s'emmêler au Moyen-Orient. Même s'il existe, je pense, une faction au sein de l'appareil de sécurité national américain qui souhaite limiter les pertes en Ukraine et au Moyen-Orient pour pouvoir se tourner vers la Chine et mener la véritable grande guerre civilisationnelle contre elle. Mais ça, je ne pense pas que ce soit en train de se produire, car nous sommes toujours sur le plan de guerre à 3 fronts, comme l'a dit le cofondateur de Palantir, Alex Karp. Et il a affirmé que oui, nous pouvons mener une guerre sur 3 fronts contre la Russie, l'Iran et la Chine en même temps. Donc oui, malheureusement, nous continuons sur cette voie guerrière insensée. Oui, vous savez, je suis d'accord avec Brian et Carl. Et ce à quoi je pense quand j'entends toutes ces déclarations fluctuantes et insensées, bien sûr, c'est la théorie du fou. Mais il existe aussi un manuel de torture américain de la CIA, appelé le Kubark. Et il mentionne spécifiquement une technique appelée la technique d'Alice au pays des merveilles. Essentiellement, l'idée est de désorienter les gens. Une pilule vous fait grandir. L'autre vous fait rapetisser. On monte et on descend sans arrêt. Au final, il s'agit d'assaillir constamment l'adversaire avec des messages insensés, puis de revenir d'une certaine manière à la normale, puis de redevenir fou. C'est une façon de désorienter complètement et de démolir psychiquement sa victime. Donc cela me fait penser à ça. Et bien sûr, c'est absurde. Nous savons que la continuité de l'agenda est très claire et évidente. C'est un gouvernement néoconservateur, mais en même temps, il y a des gens qui se laissent berner par cette mince couche de slogans et de propagande. Dernière chose que je dirais, ce sont ces tarifs douaniers. Nous en parlerons probablement plus en détail plus tard. Mais il y a déjà plusieurs dizaines de pays qui sont soumis à ces nouveaux tarifs.
Et en fait, je m'inquiète pour les pays qui ne sont pas encore concernés, car il semble que chaque série de tarifs soit de plus en plus élevée. On peut voir qu'il existe une sorte de classification des tarifs. Les vassaux écopent de 25%, ceux qui sont en train d'être amadoués ou qui peuvent l'être reçoivent environ 30%, et ceux qui sont indifférents mais pourraient être influencés se situent entre 35 et 40%, et cela ne fera qu'augmenter. Et tout en bas, on trouve 20% pour les Philippines, ce qui signifie que c'est en quelque sorte le larbin ultime, tooth and eyed. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tandis que la Russie, enfin, vous savez, la Chine, n'a bien sûr pas encore commenté ces propos. La Russie, par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, a déclaré que ces commentaires n'affectaient pas la Russie, car il n'est pas certain qu'ils puissent être vérifiés. Mais il est également très clair que Vladimir Poutine a dit à Donald Trump, lors d'un appel téléphonique, ce que nous pouvons vérifier. La Russie allait continuer à s'attaquer aux causes profondes du conflit jusqu'à ce qu'elles soient résolues. Et voici à quoi réagissait Donald Trump. Une attaque massive de drones contre l'Ukraine. Celle-ci semble se produire de plus en plus fréquemment et avec plus d'intensité. Environ 728, selon ce que rapportent les médias occidentaux traditionnels, en une seule nuit. Alors, Brian, quelle est ton impression de la réalité qui se cache derrière ce que l'on perçoit comme le masque de Donald Trump qui tombe? C'est ce que cela semble être. La rhétorique a complètement changé par rapport au début de son mandat. Oui, absolument. Je veux dire, pour ceux qui suivaient la situation de très près, il était évident dès le début qu'il s'agissait toujours d'un masque très mal conçu. Et comme l'a dit Keji, ce n'est qu'un vernis très très mince de slogan. Cela s'adresse à un public qui veut y croire, non pas parce que c'est crédible, mais simplement parce qu'il est tellement désespéré de changement qu'il est prêt à croire n'importe quoi. Et vous parliez de la Russie, en évoquant les causes profondes du conflit en Ukraine. C'est ce que les gens doivent toujours faire, revenir aux principes fondamentaux. Quels sont les principes fondamentaux de ce conflit en Ukraine? Pourquoi est-il mené? Ce n'est pas un différend entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est même pas un différend ou un malentendu entre les États-Unis et la Russie. Il s'agit d'une guerre par procuration délibérément orchestrée par les États-Unis, utilisant l'Ukraine comme un bélier contre la Russie, dans le cadre d'une politique très bien définie, s'étalant sur des décennies d'encerclement et de confinement par l'OTAN autour de la Russie, mais aussi autour de l'Iran au Moyen-Orient et évidemment de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes donc confrontés à tous ces conflits, à l'ingérence politique, à la coercition politique et à la mainmise des États-Unis sur l'ensemble de l'Eurasie, et bien sûr, bien au-delà de l'Eurasie. Et tout cela pourquoi? Pour établir, maintenir, étendre la primauté américaine. C'est cela, l'agenda néoconservateur. C'est ce qu'ils cherchent à accomplir. Ils veulent la primauté. Rapport après rapport, tout au long du XXIe siècle, ne parle que de cela. Il n'y a pas d'autre agenda. Maximiser le profit, maximiser le pouvoir. Donc, si vous entendez quelqu'un parler de faire quelque chose qui ne sert pas ce principe fondamental, cette cause première, il y a de fortes chances qu'il mente. Ils vous disent probablement ce que vous voulez entendre pour, comme le dit Keji No, embrouiller les gens, les déstabiliser. Mais je suis sûr que les décideurs en Russie et aussi en Chine en sont bien conscients. Ils ont leur propre plan s'étalant sur des décennies pour contrer cette menace qui leur est imposée par les États-Unis, ce qui est essentiellement l'Empire américain. Et donc oui, la Russie va continuer à se battre en Ukraine. Il s'agit de préservation de soi. Encore une fois, ce n'est pas un malentendu ou un simple différend. Il s'agit de se préserver face à un empire qui refuse de respecter la souveraineté nationale où que ce soit.
pas seulement en Russie, en Chine ou en Iran, mais même chez les soi-disant alliés. Les États-Unis ont en réalité capturé politiquement l'Europe. Et ils les ont également utilisés comme un bélier aux côtés de l'Ukraine, mais dans une autre capacité, en fin de compte, au détriment de l'Europe et au bénéfice de Washington. Nous voyons exactement les mêmes dynamiques se reproduire au Moyen-Orient. Certains me contrediront, mais je pense que les véritables intérêts d'Israël ne sont pas servis par le fait d'être en guerre permanente avec absolument tous ses voisins, avec une société fortement militarisée. Aucun de ces pays n'est non plus politiquement captif des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Le Japon, la Corée du Sud, leur plein potentiel n'est jamais réalisé, car ils sont subordonnés aux États-Unis. Et évidemment, les Philippines n'ont jamais eu la chance de se développer. À titre d'exemple, pour que les gens comprennent ce que l'emprise politique des États-Unis fait à un pays, les Philippines ont une population bien plus importante que la Thaïlande, où je me trouve en Asie du Sud-Est. Et pourtant, la Thaïlande a un PIB bien supérieur à celui des Philippines, ce qui n'a aucun sens. Sauf si l'on réalise que les Philippines ont littéralement été une colonie américaine de la fin des années 1800 à 1946. Puis, depuis lors, une colonie de facto des États-Unis. Encore une fois, l'argent public aux Philippines, le temps, l'attention, l'énergie du peuple est dirigé vers Washington au détriment des Philippines. Et cela se voit. C'est donc la cause profonde, non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier, confronté à la poursuite constante de l'hégémonie américaine. Je voulais revenir sur le commentaire que vous avez fait plus tôt à propos des États-Unis, qui seraient vraiment pris dans une guerre sur 3 fronts, comme l'a si fièrement évoqué publiquement le fondateur de Palantir, Alex Karp, dans les médias occidentaux grand public. Il semble que l'Ukraine, ce conflit, soit une guerre sans fin. C'est un conflit dont il n'arrive pas à se retirer. Et peu importe ce que Donald Trump a pu dire sur le plan rhétorique à ce stade, car toutes les actions ont été dans le sens de l'escalade. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les États-Unis semblent-ils incapables de changer de cap comme ils l'espèrent tant? Parce que Brian vient aussi d'écrire un article expliquant que les États-Unis restent très dangereux malgré les limites de leur capacité de production militaire. Et en même temps, ils continuent de déverser tout ce qui leur reste dans ces conflits. Eh bien oui, je pense qu'il y a des raisons institutionnelles. L'OTAN existe pour contenir la Russie. Il y a beaucoup d'emplois en jeu, Danny, des emplois et des carrières qui dépendent de cette attitude continuellement hostile envers la Russie. Et l'Ukraine est la pièce maîtresse de tout cela. Maintenant, bien sûr, l'administration Trump, et je pense qu'une partie importante de son cabinet, voulait se tourner vers la Chine, vers l'Asie. Mais ils pensent toujours pouvoir. Ce qu'ils veulent, probablement, c'est que l'Ukraine devienne un conflit gelé, similaire à ce qui s'est passé après la signature des accords de Minsk. Mais la Russie ne va pas tomber 2 fois dans le même piège. Et en ce moment, surtout alors que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Donc, du point de vue de la Russie, les États-Unis et l'OTAN n'ont pas à dicter les conditions. Mais ce n'est pas une position à laquelle Trump est habitué. Les États-Unis ont été la puissance unipolaire pendant si longtemps qu'ils pensaient avoir le droit de dicter les conditions de la paix en Ukraine. Mais c'est pas ce qui se passe. Je pense que c'est cette résistance qui surprend Trump. Vous savez, souvenez-vous, Trump a aussi un gros ego. C'est pour cela qu'il n'est pas content de Poutine, parce qu'il pensait être très généreux, tendre une branche d'olivier à Poutine pour en finir. La Russie. Pour la Russie, il s'agit d'une question beaucoup plus existentielle. La raison pour laquelle elle est intervenue en Ukraine, c'est parce que l'OTAN renforçait sa présence, transformant l'Ukraine en un poignard pointé vers le flanc de la Russie.
Les Russes ne veulent pas répéter leur erreur avec les précédents accords de Minsk 1 et 2, où un cessez-le-feu n'a fait que donner du temps à l'OTAN pour fournir davantage d'équipements et former les troupes ukrainiennes afin de relancer le conflit plus tard. Non, la Russie veut régler ce problème. Elle veut s'assurer d'une neutralité permanente de l'Ukraine, qu'il n'y aura pas d'OTAN, et elle exige des garanties qu'aucune troupe de l'OTAN ne sera présente sur le sol ukrainien. Alors que les termes avancés par l'OTAN et Trump étaient du genre « Oh, d'accord, nous enverrons des casques bleus de l'OTAN pour s'assurer qu'il n'y aura pas de… » Non. Je veux dire, tout l'objectif de la Russie en lançant une opération militaire spéciale, c'est justement qu'il n'y ait pas de troupes de l'OTAN. Pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Donc, je pense que c'est un conflit fondamental. C'est pourquoi les États-Unis sont incapables de résoudre le conflit ukrainien selon leurs propres conditions, parce qu'ils ne le peuvent pas. La Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. La Russie mettra fin à ce conflit selon ses propres conditions, et les États-Unis n'ont pas encore accepté ce fait. Quant à l'Iran, nous savons tous qu'Israël a une influence démesurée sur la politique américaine. Et pour Netanyahou, il est impératif d'entraîner les États-Unis dans le conflit au Moyen-Orient parce qu'il doit rester le président en temps de guerre. Sinon, il ira en prison pour des accusations de corruption. Il doit donc élargir le champ de l'agression israélienne à Gaza, au Liban, à l'Iran, et il doit impliquer les États-Unis parce qu'il comprend aussi qu'Israël seul ne peut pas affronter l'Iran. Il a besoin de l'aide des États-Unis. C'est pourquoi Trump a fait ce regard symbolique sous une installation nucléaire iranienne. Parce que d'un côté, il voulait montrer que si Israël avait pu obtenir une victoire rapide, Trump aurait totalement soutenu cela. Car la frappe israélienne contre l'Iran, au départ, n'était pas seulement une frappe israélienne. C'était une frappe conjointe, américano-israélienne. Les États-Unis ont fourni toutes les informations satellitaires et le ravitaillement en vol pour les F-35 israéliens. Et selon les médias israéliens, toute la négociation visant à mettre fin au programme nucléaire n'était en réalité qu'une ruse destinée à endormir les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité pendant qu'Israël préparait son attaque surprise. Donc, pour Trump, je pense que si Israël parvenait rapidement à provoquer un effondrement du régime en Iran, Trump serait totalement favorable à cela. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est être entraîné dans un nouveau bourbier comme en Irak, car même Trump comprend que c'est extrêmement impopulaire aux États-Unis. Comme nous l'avons vu, même au sein du camp MAGA, de nombreuses personnes étaient contre le fait que Trump meure pour Israël. Et c'est pourquoi il a pensé pouvoir ménager la chèvre et le chou en lançant une frappe symbolique contre l'Iran, mais en prévenant l'Iran plusieurs jours à l'avance. D'accord, nous allons attaquer, mais s'il vous plaît, ne ripostez pas. Nous devons juste faire cela, mais ne ripostez pas. De cette façon, il se dégage en quelque sorte de la pression du lobby israélien et dit « Hey, j'ai fait ma part. J'ai soutenu Israël. J'ai détruit l'installation nucléaire iranienne. Maintenant, donnez-moi un prix Nobel de la paix. » Et parce que, à ce stade, les États-Unis, je ne pense même pas que les États-Unis aient la capacité de lancer une invasion terrestre, car c'est ce qu'il faudrait pour opérer un changement de régime en Iran. Ils pensaient qu'ils allaient lancer une grève et que le gouvernement allait tomber. Mais il s'est avéré que le peuple iranien, très patriote, s'est rallié autour du drapeau. Ils n'ont donc pas pu faire ce que l'OTAN a fait en Libye, où, lorsque les bombardements de l'OTAN ont commencé, ils ont simplement trouvé une opposition pour marcher sur la capitale. Cela ne s'est pas produit en Iran. La seule façon d'y parvenir aurait été d'envoyer des troupes au sol. Et je ne pense même pas que les États-Unis aient aujourd'hui la capacité de lancer une invasion terrestre de l'Iran. Car, en 2003, ils avaient déplacé 170 000 soldats dans le Golfe pour commencer l'invasion de l'Irak.
Aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis aient même la capacité d'envoyer 170 000 soldats au Moyen-Orient à court terme. C'est pourquoi le Moyen-Orient va continuer à bouillonner, car il existe un léger conflit d'objectifs entre Israël et les États-Unis. Les États-Unis veulent qu'Israël soit leur proxy pour déstabiliser le Moyen-Orient, tandis que Netanyahou veut que les Américains se sacrifient pour Israël. Je pense donc qu'à cause de cela, les États-Unis seront continuellement impliqués au Moyen-Orient. Mais je ne pense pas qu'une guerre totale soit envisageable entre les États-Unis et l'Iran. Ce qui nous ramène à la Chine. Ils ne vont jamais vraiment se tourner vers l'Asie. Ils ne vont jamais vraiment se tourner vers la Chine, malgré la rhétorique. Ils continuent de dire qu'il faut réorienter nos ressources vers le Pacifique occidental face à la Chine. Mais si l'on regarde ce qui se passe réellement sur le terrain, contrairement à leur discours, ils sont en réalité en train de battre en retraite. Maintenant, ils se retirent de la première chaîne d'îles. La première chaîne d'îles est un terme de la guerre froide. Elle fait référence à la soi-disant première chaîne d'îles créée pour contenir l'Union soviétique et la Chine, s'étendant du Japon, Okinawa, Taïwan, les Philippines, à travers toute la mer de Chine méridionale. Mais ils se sont retirés de la première chaîne d'îles vers la deuxième chaîne d'îles. Maintenant, ils essayent de renforcer leur emprise sur Guam en tant que base avancée. Mais récemment, la marine chinoise a envoyé 2 groupes aéronavals qui ont franchi la première chaîne d'îles et mené leur propre patrouille de liberté de navigation autour de Guam. Ainsi, même la deuxième chaîne d'îles semble désormais vaciller pour les États-Unis. Je ne pense donc pas qu'ils pourront jamais se réorienter vers l'Asie, tout simplement parce que l'Empire américain est enlisé sur tant d'autres fronts. L'une des approches, ou peut-être l'approche principale de l'administration Trump, ressemble presque à un exercice de marketing. Parce que Brian expose la tromperie, Carl expose. La tromperie est clairement exposée par vous tous. Mais la véritable orientation semble être un espoir mal placé, que Vladimir Poutine se contenterait de s'arrêter et de mettre ce conflit en pause. Que s'il devait y avoir une quelconque guerre cinétique en Asie de l'Ouest, au-delà de ce qui se passe déjà avec le génocide, etc., Israël s'en chargerait entièrement. Pendant ce temps, Israël dit « À l'aide, donnez-nous tout ce dont nous avons besoin pour bombarder l'Iran afin que la Chine puisse devenir davantage une priorité. » Oui. Vous savez, comme Brian l'a souligné à de nombreuses reprises, il y a toute cette notion de séquençage stratégique et de division du travail qui manifestement ne fonctionne pas comme prévu. Mais comme l'a dit Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un coup de poing dans la mâchoire, n'est-ce pas? Et alors, tous les plans partent en vrille. Je pense qu'il faut se rappeler qu'au final, l'objectif est et a toujours été la Chine. Si on le considère comme un repas en 3 services, il y avait une question dans de nombreuses administrations. Nous savons que l'objectif final est la Chine. La Chine est le plat principal. Mais il y avait une question de séquençage. Est-ce qu'on s'occupe d'abord de la Chine, puis on passe à la Russie pour le dessert? Ou est-ce qu'on élimine la Russie en entrée, puis on s'attaque à la Chine, et enfin on termine par l'Iran en dessert, etc. Il y avait des questions concernant la séquence des événements. Et clairement, vous savez, la faction Nuland était en position de force et ils ont décidé de déclencher la guerre avec la Russie en premier. Maintenant, il y a quelques points qui sont devenus très clairs. Premièrement, les États-Unis n'ont pas mené de guerre contre un concurrent de même niveau depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au cours des deux décennies et demie passées, ils ne se sont pas vraiment engagés dans une guerre. Ils se sont essentiellement livrés à la traque. Ils ont traqué, vous savez, des insurgés avec des armes de haute technologie. Et à cause de cela, ils se sont complètement illusionnés
en pensant qu'ils étaient à nouveau cette hyperpuissance qui, comme l'a dit McMaster, ayez un plan, soyez polis, soyez professionnels, ayez un plan pour tuer tout le monde. Et ils pensaient qu'ils pouvaient tuer tout le monde. Et bien sûr, ils voyaient la Russie comme ils le disaient, une station-service. Une station-service avec des ogives nucléaires qu'ils pensaient pouvoir éliminer facilement. Ce n'était que l'entrée, évidemment, avant de passer au plat principal. Et bien sûr, ils pensaient l'affaiblir et l'user avec une guerre économique qui transformerait le rouble en gravat. Eh bien, cela ne s'est pas très bien passé. Donc ils se sont trompés sur tous ces fronts. Et maintenant, ayant compris cela, ils essayent de ramasser les morceaux et de se réorienter. Et je crois toujours, malgré la vision optimiste de Karl, qu'ils sont toujours déterminés à faire la guerre à la Chine. Et ils savent aussi que le temps joue contre eux, car chaque année où ils retardent la guerre, la Chine devient plus forte et les États-Unis se vident de plus en plus de leur substance. Et comme vous pouvez le constater dans ces guerres récentes, non seulement les États-Unis sont affaiblis et la Chine se renforce, mais le Sud global, les pays des BRICS, deviennent également de plus en plus puissants. Ils tissent des liens entre eux, comme sur un plateau de Go, et il devient de plus en plus difficile de leur résister, de les faire tomber simplement. On observe aussi des défis très précis à la technologie militaire américaine. Par exemple, si l'on regarde les États-Unis, ils ont connu la plus grande utilisation du système Patriot de toute leur histoire militaire lors de la crise des missiles iraniens. Ils ont déplacé des batteries de missiles THAAD en Israël. Ils utilisaient qu'est-ce que c'était des SM-3, SM-6, THAAD, des batteries de missiles Patriot, le dôme de fer, la fronde de David, tout l'arsenal. Ils utilisaient tout ce qu'ils avaient et ils ont été en grande partie pulvérisés. L'Iran a déclaré « Nous n'utilisons que 5% de notre capacité. » Et pourtant, les Israéliens ont été pulvérisés. Comme ils l'ont dit, il n'y a jamais eu autant de dégâts dans l'histoire d'Israël, selon le directeur général de l'administration fiscale israélienne. Ils ont donc été pulvérisés. Et donc les États-Unis commencent à recevoir une dose de réalité, ce que cela signifie de s'engager dans une véritable guerre, plutôt que de traquer des insurgés dans des pick-up Toyota qui étaient des bergers. Je pense donc qu'il y a un véritable réveil, mais je crois qu'il reste profondément ancré, profondément attaché à l'idée d'attaquer la Chine et toujours profondément convaincu qu'ils sont la puissance suprême. Comme je l'ai dit auparavant, c'est le sophisme de l'ours grizzly. 6% des Américains pensent qu'ils peuvent attaquer et combattre un grizzly à main nue et le terrasser.